Distingués invités, mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous allons accueillir le président, le docteur Mangara. Mais le docteur Mangara n'est pas seul. Il y a des leaders qui ont bien voulu l'accompagner, des hommes politiques qui ont bien voulu l'accompagner dans cette cérémonie. Donc tout à l'heure, il sera accompagné d'un grand de ce pays, d'un homme très courageux de ce pays que nous connaissons, de par sa maturité politique. Il s'agit bien évidemment de M. Vic Bougonsi, dont je vous demande d'acclamer très fort. Monsieur Vic Bougonsi est le président de la loi, parmi nous, mesdames et messieurs. Le président de la loi est monsieur Vic Bougonsi, sont parmi nous. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Merci. Là, il nous empêche de travailler. Désolé, excuse-moi, je vais commencer par rien. Mesdames et messieurs, notre cérémonie, notre conférence de presse va commencer. Permettez que je vous donne les éléments essentiels de cette conférence de presse. Dans un premier temps, nous allons écouter le notable, celui qui est là, le président Bougonsi, qui va balayer la cour, comme on le dit dans la tradition. Et par la suite, il y a un mot qui est venu de nos amis de la diaspora. Et en troisième position, interviendra bien naturellement le président Mangara. Sans plus tarder, monsieur le président Bougonsi, nous vous donnons la parole. Messieurs, dames, messieurs les représentants de la presse locale et internationale, je voudrais saisir la présente occasion pour vous rappeler ce qui vous a été dit tout à l'heure. Vous avez en face de vous le docteur Mangara, qui est professeur à l'Université Globale Éducation, New Jersey, aux États-Unis. Mais il n'est pas seulement professeur d'université, c'est un leader politique, un opposant, je peux dire, mondialement connu. Il y a quelques mois,
la diaspora au nord, comment vous dites ça? L'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord nous a adressé une invitation et j'ai été leur hôte pendant une semaine. Nous avons évoqué un certain nombre de sujets concernant le Gabon et le docteur Mangara, ici présent, a manifesté la volonté de venir s'adresser aux Gabonais au Gabon. Voilà pourquoi, arrivé il y a quelques jours, il organise aujourd'hui une conférence de presse qui doit permettre à la presse locale et internationale ce que la diaspora nord-américaine pense et ce que lui-même pense. Je crois qu'il y a un phénomène qui n'apparaît pas suffisamment dans les interventions des leaders politiques dans nos pays et parfois en Afrique. Chacun se déclare leader, mais il ne précise pas à la face du monde ce qu'il veut faire de son pays. Je crois que le docteur Mangara vous dira ce qu'il veut faire du Gabon et ce qu'il veut faire au Gabon. Il nous appartiendra de l'écouter et je voudrais profiter de la tribune qui m'est offerte pour lui demander de transmettre à la diaspora américaine tous nos remerciements pour toute l'attention dont nous avons été l'objet et pour la suite des débats que nous avons commencés aux États-Unis. Docteur Mangara, la presse gabonaise et internationale et les Gabonais qui sont là vont vous écouter. Je vous remercie. Merci d'avoir écouté ce grand homme. Je vous l'annonce tout à l'heure qu'il y a des délais qui vont se joindre à nous. Et bien effectivement, vous avez constaté qu'il y a un leader politique qui vient de se joindre à nous. Il s'agit de M. Pierre Amourba. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Mesdames et messieurs, nous continuons avec les interventions. La diaspora gabonaise, c'est-à-dire celle qui est installée en Europe, a envoyé un mot de soutien. Ce mot de soutien sera lu tout à l'heure par notre ami M. Pierre Lotry, dont je vous demande d'accueillir très fort. Monsieur, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors ce soir, je viens vous livrer le message du GROJ et de la CAPO, dont je suis le représentant. Alors ce message a été rédigé par le président, j'ai cité, M. Jean-Pierre Esson-Magnan, qui se trouve à Paris, à l'heure où je vous parle. Avant de vous livrer le contenu du message, je voudrais d'abord qu'on observe une minute de silence en l'honneur des martyrs de ce pays. Veuillez vous lever. Je vous remercie. Veuillez vous asseoir. Chers compatriotes, l'arrivée du docteur Daniel Mangara
place le peuple gabonais devant un choix épidictique. Soit nous poursuivons la descente aux enfers avec un système Bongo PDG aux commandes de notre pays, ou bien nous acceptons de le destituer. Cet imposteur et parjure nous a été imposé pendant les élections de 2009 par une frange de la communauté internationale. Suivez mon regard. Pour le GOJ et l'ensemble des forces de l'opposition réunies au sein de l'ACAPO qui signifie la coordination des associations et partis politiques de l'opposition gabonaise d'Europe, et le GOJ qui signifie le Conseil représentatif de l'opposition gabonaise de l'étranger. Depuis 2009, date de son accession frauduleuse à la magistrature suprême, M. Ali Bongo a nourri des fantasmes gargantuesques en s'arrogeant des prérogatives de monarque. Après l'élection présidentielle anticipée de 2009, placée sous le sceau de la fraude, M. Ali Bongo a lamentablement échoué à garantir à l'ensemble des Gabonais le minimum vital. Malgré les abondantes ressources que regorge le sous-sol gabonais, le Gabon devient la risée des peuples. Pour le GOJ, la destitution d'Ali Bongo s'accompagnera d'une réforme profonde des institutions républicaines gabonaises. Il faut le faire le plus vite possible. Le peuple attend des signaux forts de la part des forces vives de la nation, partisans du vrai changement. Dans le cadre d'un changement d'équilibre à la tête de l'État, les réformes suivantes précéderont la tenue d'une assemblée constituante dont la finalité sera, sans exclusive de parti, de rédiger une nouvelle constitution afin d'arrimer notre pays à la grande famille des États démocratiques par le biais des actions concrètes suivantes. Premièrement, réformer la Cour constitutionnelle, la Sénat, le ministère de l'Intérieur, tous aux ordres, Ali Bongo, on y va. Réformer le Conseil national de la communication, rétablir le scrutin présidentiel uninominal à 2 tours et limiter le mandat présidentiel à 5 ans, renouvelable une fois. Telles seront les réformes susceptibles de fiabiliser les résultats électoraux et de lever les soupçons de fraude post-électorale. Docteur Mangara, l'opposition a besoin de vous. Apportez-nous votre courage. Docteur Mangara, l'opposition a besoin de vous. Apportez-nous votre intelligence. Docteur Mangara, le Gabon a besoin de vous. Rendez-lui sa dignité pour que vive la République et pour qu'enfin un jour nouveau se lève. Je vous remercie. Merci. Merci, monsieur le représentant de Tescova. Mesdames et messieurs, nous allons donner la possibilité à la presse de déposer le micro sur l'espace, s'il vous plaît, parce que le président a s'extrait. Déposer le micro, s'il y a un micro, c'est parce que c'est une appel.
On ne peut pas se mettre de côté. On ne le fait pas pour vous, c'est pour ceux qui sont au quartier. Bonjour à tous. Bonjour. Ça fait du bien de se retrouver au pays. Hein. Après tant d'années, on se sent un peu étranger. Mais je crois que grâce à la chaleur humaine que je ressens ici aujourd'hui, je serai très bientôt comme un poisson dans l'eau, n'est-ce pas? Alors, on m'avait quand même dit hein, qu'en venant ici, j'aurais peur de dire les choses que je dis sur Internet. Eh bien, j'ai quand même envie de dire à ceux qui pensent que je renoncerai à mes idéaux parce que je serai au Gabon, qu'ils se sont trompés. Comme d'habitude, je vais parler franc, parce que mon langage a toujours été le langage de la franchise. Je pense qu'il ne faut pas mentir au peuple gabonais. Il faut prendre le peuple gabonais comme un peuple adulte qui est capable de comprendre le langage de la vérité. Mais je suis quand même déçu, hein, quand même, que le chauffeur national ne soit pas venu m'accueillir à l'aéroport. Hein? On m'avait dit qu'il était en train de développer une nouvelle profession. Ben, on va s'assurer alors qu'il est viré de son poste actuel pour qu'il aille faire le taximan à temps plein. Je voudrais évidemment remercier les organisateurs de cet échange. Je voudrais également remercier notre aîné spirituel, hein, j'allais dire, le président Bongonossi, parce que quelque part, je le considère comme l'homme qui m'a inspiré. C'est quelqu'un dont l'abnégation n'est plus à démontrer. Et c'est quelqu'un qui a des positions qui sont totalement en synchronie avec les miennes. D'où cette fraternité, j'allais dire cette ambiance familiale qui nous caractérise. Nous ne sommes plus juste des hommes politiques, nous sommes des frères gabonais, unis par cet élan patriotique que nous partageons. Je voudrais également remercier la diaspora de France, notamment M. Bezuy, hein, pour les propos d'encouragement. Je crois que ce combat est un combat universellement partagé par la diaspora et je me sens honoré des mots d'encouragement qu'il a lus tout à l'heure. Chers compatriotes, mesdames et messieurs des médias, amis du Gabon, vous me permettrez avant tout de vous transmettre le salut de la diaspora gabonaise, notamment le salut patriotique du mouvement Bongo doit partir Modouam, dont je suis le président, le salut des Gabonais politiquement engagés en Amérique du Nord, dont je suis le porte-parole, et celui de la diaspora de France, notamment celle regroupée au sein de la CAPO, cette coalition des associations et partis politiques de l'opposition, avec laquelle nous travaillons en parfaite synergie. C'est vous dire qu'une certaine diaspora, celle avec laquelle je travaille, est totalement unie autour des thématiques et des enjeux qui préoccupent aujourd'hui les Gabonais, à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire. Je vais néanmoins vous demander ici de me faire l'indulgence d'accorder 1 minute de silence en hommage aux martyrs de la République, notamment un hommage au jeune patriote Bruno Mboulebeka, assassiné sauvagement dans la fleur de l'âge par les Bongo PDG, alors qu'il essayait simplement d'exprimer en tant que jeune citoyen son opinion sur la gestion calamiteuse du Gabon.
Hommage à notre frère Grégory Ngouaminsa, un homme qui, comme moi, comme le président Bongono, n'a jamais flanché, n'a jamais cédé, n'a jamais trahi son idéal, l'idéal de tous les patriotes et citoyens gabonais qui n'en peuvent plus. Mais il y en a d'autres. Martin Oulabou, Pierre-Louis Agonjo Okawe, Pierre Claverzen, Joseph Redjambé, Pierre Mambundu, André Obombam et pas mal d'autres que je ne peux citer ici. Mais il y a aussi d'autres martyrs, ceux qui ne sont pas morts, mais qui continuent l'œuvre de Grégory Ngouaminsa et qui souffrent chaque jour dans leur âme et dans leur corps les brimades, les intimidations, les privations, parce qu'ils se sont donnés pour sacerdoce de défendre le droit des Gabonais, le droit de tous les Gabonais, le droit à la dignité, à la poursuite du bonheur. J'en citerai seulement quelques-uns. Dans la galaxie associative et syndicale, nous les connaissons, Marc Onaï Sangui, Georges Mpaga, Marcel Ibama, Jean-Elvis Eban, Paulette Oyanondo. Dans la galaxie politique, vous les connaissez tous. Nous avons le président Begonossi, Jean de Dieu Moukani Ouangou, Zachary Miboto, et j'en passe. Mais nous n'oublierons pas non plus nos courageux étudiants, tels Firmin, Olo ou Célestin, Mittor, eux qui, comme tant d'autres, ont subi la répression pour avoir osé dire « trop c'est trop ». Je vous prie donc de vous lever pour ces martyrs et ceux que nous ne pouvons pas nommer aujourd'hui. Je vous remercie. Chers compatriotes, si j'en avais eu le pouvoir, je vous aurais invité, pour commencer cette nouvelle donne, ce nouveau moment de l'engagement politique, je vous aurais demandé, par exemple, de boycotter ce 17 août. Le principe est le suivant. Parfois, on vous demande d'aller dehors, mais moi je dis, si vous n'avez pas le courage d'aller dehors, ayez au moins le courage de rester à la maison. Il me semble que la célébration du 17 août aujourd'hui est tronquée, largement tronquée, parce que notre indépendance n'est que de nom, finalement. La souveraineté du peuple nous a toujours été ravie. Il serait temps aujourd'hui que nous commencions à montrer que la seule vraie indépendance du Gabon commencera avec la chute du régime des Bongo Ondimba. Je vais néanmoins, chers compatriotes, vous parler aujourd'hui des vrais enjeux et des vrais débats. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai envie de me livrer à vous, parce que je sais qu'au travers de moi, vous pensez en fait la même chose. Ne tournons donc plus autour du pot et commençons par le premier problème, qui est le problème de l'électoralisme au Gabon, c'est-à-dire cette attitude qui veut que nous allions toujours, comme des moutons, à des élections perdues d'avance, alors même que l'opposition n'a aucune chance de gagner dans les conditions actuelles du système électoral gabonais. L'argument de la candidature unique vous a été vendu. Mais nous pensons en réalité que l'opposition n'a aucune chance de gagner ces élections si une réforme préalable n'est envisagée avant toute nouvelle élection au Gabon. L'argument de la candidature unique comme solution au problème de la fraude électorale au Gabon est, à mon sens, un hors-sujet politique. Oui. Ceux qui soutiennent la position que l'opposition, en s'alignant derrière un candidat unique, pourrait gagner par les urnes en l'état actuel de nos institutions, confondent le Gabon avec une démocratie dotée d'institutions normales. Mais nous ne sommes pas dans un pays normal.
contexte de dictature. Évidemment, puisque je suis professeur, j'ai envie de dire que quand moi j'étais à l'école primaire et que je faisais un hors-sujet à la rédaction, quelle note pensez-vous que mon professeur, mon maître, me donnait? Ouais, quand il était gentil, il donnait 2 sur 20. Mais il ajoutait toujours en bas « médiocre » ou alors tout simplement « nul ». Alors, je l'ai déjà dit de par le passé, chers compatriotes, le Gabon n'est pas une démocratie, c'est une dictature. Et que face à une dictature comme la nôtre, les urnes ne sont pas une solution. Qu'on ne peut pas combattre une dictature avec les méthodes faites pour un contexte démocratique. Et que parce que le combat contre une dictature est une forme de guerre, l'on n'a pas besoin pour ce type de combat d'un leader politique, mais plutôt d'un chef de guerre. Ne soyons donc pas hors sujet en proposant la candidature unique, car les faits sont têtus. Regardez vous-même, au Gabon, il y a eu en date d'aujourd'hui 4 élections législatives depuis 1990, 1996, 2001, 2006, 2011, et 4 élections présidentielles, 1993, 98, 2005, 2009. Cela fait 8 élections sur 26 ans. Toutes ont été perdues par l'opposition. Non pas parce que l'opposition ne les gagnait pas ou n'était pas capable de les gagner, mais parce que le régime en place est organisé pour ne permettre aucune possibilité d'alternance par les urnes au Gabon. La candidature unique est donc comme un remède donné par un médecin compétent pour soigner la mauvaise maladie. La réalité est que dans le système électoral actuel, avec ou sans candidature unique, les mêmes causes mèneront toujours aux mêmes effets. La candidature unique est donc une solution qui s'adapte en réalité, il faut le comprendre, aux contours légaux de notre pays. C'est comme quand vous canalisez une rivière, vous avez des lois qui canalisent votre perspective, qui vous conduisent donc à un cul-de-sac. La candidature unique, si on s'adapte aux lois actuelles, chers amis, si on obéit aux contours de la loi telle qu'elle existe aujourd'hui, nous assurons simplement la réélection frauduleuse d'Ali Bongo et nous nous garantissons des grincements de dents par le peuple gabonais au lendemain du 30 août 2016. Mais pourquoi compliquer quelque chose d'aussi simple? Si nous nous battons pour un deuxième tour d'élection, nous n'aurons plus besoin de candidature unique, puisque la candidature unique sera forcément un arrangement concocté dans des salons de velours. Il n'y a rien de démocratique là-dedans. On privera le Gabonais du débat démocratique nécessaire, de cette compétition des visions par laquelle chacun vient vendre au peuple sa vision. Et c'est au peuple de décider. Et le deuxième tour d'élection a cette faculté naturelle d'assurer des primaires naturelles. On n'a pas besoin d'arrangement d'arrière-cour pour cela. Voici donc le premier point évacué. Mais j'y reviendrai tout à l'heure, car la solution est ailleurs. Passons au deuxième point qui me préoccupe, qui est le suivant. Et je vais être clair et direct. Chers compatriotes, Ali Bongo doit partir. Bongo doit partir. Il nous faut mettre fin à la prise d'otage du Gabon par le régime Bongo PDG. C'est là le début du vrai débat. C'est là aussi le seul vrai débat qui se doit de préoccuper les Gabonais aujourd'hui. Il ne s'agit donc plus pour moi de vous ressasser le bilan des Bongo Ndimba et du régime Bongo PDG. Ce bilan, vous le rencontrez quand vous allez à l'hôpital, quand vous allez dans nos hôpitaux mouroirs et que l'on vous dit qu'il n'y a pas de médicaments pour soigner votre enfant.
Quand donc votre enfant mourra demain à l'hôpital, souvenez-vous simplement des images de Lionel Messi au Gabon en compagnie de notre chauffeur national. Et vous saurez que... Et vous saurez où l'argent qui aurait pu sauver votre enfant est passé. Vous saurez qui a tué votre enfant, c'est Ali Bongo. C'est très important de lier ces choses. Quand on prive nos hôpitaux de médicaments, ce sont nos enfants qui meurent. C'est comme si Ali Bongo prenait lui-même un couteau et égorgeait votre enfant. C'est un crime. Le bilan des Bongo Ndimba, vous le voyez vous-même quand vous envoyez vos enfants à l'école et que vous devez payer des inscriptions et des fournitures scolaires extrêmement coûteuses, même dans les établissements d'enseignement public, alors que l'État devrait avoir dans notre pays l'obligation d'éduquer gratuitement chaque petit enfant gabonais. Et ce, jusqu'à l'âge de 18 ans, on peut le faire, on peut se l'offrir. Ne parlons même pas de ces classes pléthoriques où le surnombre fait que qu'on trouve encore aujourd'hui au Gabon des élèves assis à même le sol, faute de bancs. Beaucoup de nos enfants doivent encore, comme je le faisais il y a une éternité, faire le chemin de l'école à pied, parfois des kilomètres, parce que nous n'avons pas de système de transport scolaire pour les étudiants, pour les élèves, pour les élèves du primaire. Simplement parce que sous le régime des Bongo Ndimba, l'argent qui aurait dû servir à transporter et instruire gratuitement nos enfants est utilisé pour satisfaire les lubies d'une seule famille, d'un seul clan. Mais le transport scolaire n'est pas juste une fonction de service, il y a aussi là une fonction de sécurisation. Avoir au minimum un service de transport scolaire est essentiel pour la sécurisation de nos enfants. Je viens des États-Unis où ce système marche très bien. Ça évite que les enfants traînent n'importe comment dans les rues. Ça assure que vous savez quand votre enfant va à l'école et quand il revient à la maison. Ça nous éviterait ce traumatisme des crimes rituels par lesquels nous craignons toujours que notre enfant ne puisse pas rentrer sain et sauf à la maison le soir. Le bilan des Bongo Ndimba, vous le voyez encore quand vous voulez vous rendre dans des coins reculés du Gabon. Parfois des coins, la qualité est coupée faute d'entretien. C'est un drame. Et vous comprenez alors combien le Gabon profond souffre à cause de l'incompétence quinquagénaire d'une seule famille, d'un seul clan. Et voilà qu'on nous demande de voter encore pour un Bongo Ndimba en 2016. Et on nous demande de repartir à des élections perdues d'avance dans les mêmes conditions qu'en 2009, sachant que les mêmes causes menant toujours aux mêmes effets, on nous servira de nouveau le plat insipide de la fraude électorale qui permettra à Ali Bongo de proclamer une deuxième fois, une fois de trop, une victoire fondée sur l'illusion et le mensonge. Non, chers compatriotes, ne nous berçons plus d'illusions. Si j'ai créé le mouvement Bongo doit partir en décembre 1998, alors que je n'avais encore que 31, 32 ans, c'est parce que j'en étais arrivé, après les élections volées de 98, à 4 constats qui sont mathématiques et donc logiquement incontournables. Le premier fut que rien de bon ne peut se passer au Gabon tant qu'un Bongo sera au pouvoir. Très bien. Je mets donc n'importe qui de défaire de soi d'abord pour commencer et la fierté de son pays. Mais vous savez, on ne peut pas aimer son pays quand nos propres origines sont douteuses. Précis. Je commencerai par la dernière question. D'abord parce que, bon, je partage en fait votre opinion, hein, cher ami. Vous avez quel âge encore? J'ai 35 ans. Voilà. Bon, et évidemment, vous verrez que si vous regardez les constitutions de la plupart des pays développés, la plupart donnent en fait le droit, même à quelqu'un de 18 ans,
de pouvoir se présenter comme candidat à la présidence de la République. Évidemment, on pourrait se dire, est-ce que ce sont des idiots? Mais vous allez voir qu'en réalité, une des choses qu'on doit reconnaître aux Occidentaux, c'est que la pensée qui élève l'homme n'a pas d'âge. Notre tradition, bizarrement, et je suis fan, je sais que chez nous, on a en fait quelque chose qui dit ontolosu, ontologus. L'aîné en âge n'est pas forcément l'aîné en pensée. Donc, dans le cadre de mon projet, justement, et vous verrez, bon, je peux vous en faire copie, en 2009, nous avions une réunion à Bruxelles dans le cadre de la diaspora. Et là, on avait en fait produit un modèle de constitution où nous proposions justement que l'âge d'éligibilité soit rabaissé. Parce qu'en fait, nous excluons des talents. Et donc, nous nous privons d'idées novatrices. Quand nous décidons que pour être président de la République au Gabon, on doit avoir 40 ans. Mais je m'excuse. Les études que j'ai faites sur la longévité du Gabon, d'abord, du Gabonais, me démontrent que, bon, à cause de la gestion calamiteuse de nos ressources, bon, l'étudiant gabonais qui obtient un doctorat, en moyenne, a plus ou moins 30 ans. Alors moi, quand on me dit que la longévité du Gabonais est de 50 ans, je lis cela comme une courbe par laquelle, à peine l'étudiant finit-il son doctorat, qu'il se prépare déjà à mourir. Il n'a même pas le temps de vivre. Donc, vous comprenez que c'est une préoccupation mienne. Parce que, regardez, moi j'ai commencé l'activité politique quand j'ai créé le Bongo doit partir à 31 ans. Je me savais d'office disqualifié par les lois de l'époque. Mais ce n'est pas pour autant que ma conviction de citoyen a été moussée. Je me suis néanmoins engagé dans le débat de la réforme. Et j'ai fait des propositions que j'espérais nos aînés pourraient adopter en vue justement de libéraliser, comme vous le dites. Votre première question donc qui touchait à la question économique, écoutez, si je me mettais à en parler, on n'en finirait pas. Mais je vais résumer cela un peu pour vous. J'ai déjà dit qu'au Gabon, avec le génie politique qui caractérise justement la nouvelle génération que vous êtes, nous pourrions faire en 5 ans ce que les Congos n'ont jamais pu faire en 50 ans de pouvoir sans partage. Je vais vous donner un exemple. Beaucoup de gens se demandent parfois pourquoi je mets tellement l'accent sur les Congos. Bon, il y a d'abord une question morale. C'est-à-dire que si vous analysez le système bongoïste, c'est un peu comme une famille. C'est-à-dire, vous êtes un père, géniteur de vos enfants vous regardent. Ils savent donc ce que papa aime et ce que papa n'aime pas. Si papa est voleur, les enfants auront tendance à être voleurs parce qu'ils savent que tout autre comportement va déplaire à papa. Donc pour plaire à papa, il faut être soi-même voleur. Et du coup, son environnement le sert dans le sens qu'ils savent que Bongo aime. Bongo étant un détourneur, ils deviennent détourneurs. Vous comprenez donc que cette mathématique est très essentielle pour analyser les comportements. Mais je dis aussi ça à la question économique. Et je vais vous donner l'exemple de ce qu'il est possible de faire dès qu'on obtient le changement. Le calcul est en fait basique. La simple présence des Bongos au pouvoir au Gabon aujourd'hui, au bas mot, je dis bien au bas mot dans le cadre des gros budgets quand même que nous avons, coûterait à l'État au minimum 200 milliards qui sont gaspillés, tout simplement. 200 milliards. Ça veut dire quoi? La simple chute des Bongos libère cet argent sans qu'on ait à aller rechercher ailleurs ces ressources-là. Dès la première année, l'école est gratuite au Gabon. Dès la première année, il n'y a pas un seul hôpital au Gabon qui manquerait de médicaments. S'il faut importer des médecins pour soigner les Gabonais, on les importera. S'il faut construire en un an des hôpitaux modernes, on le fera. Et s'il faut faire des routes, on n'attendra pas 200 ans
pour faire 100 km de route. Vous voyez donc, cher ami, ce n'est pas l'inspiration économique qui nous manque. Ce qui nous manque, ce sont les critères facilitateurs qui feront qu'en réalité, l'homme politique n'étant pas doté de sciences infuses, on a besoin non seulement de nos propres capacités, mais aussi des talents d'hommes et de femmes comme vous. Et l'économie ne se conçoit pas en isolé. Les phénomènes ne sont pas isolés. Regardez ce qu'on appelle la liberté d'expression. La liberté d'expression a un lien avec l'économie. Si je suis journaliste, je veux créer un journal, ça veut dire déjà que sur la création du journal, puisque c'est une entreprise, je me prends déjà moi-même en charge. Ça veut dire que je crée mon propre emploi, je ne dépends pas de l'État pour cela. Mais comme c'est une profession journalistique, j'aurais besoin probablement pour entretenir mon journal d'embaucher une secrétaire pour taper mes textes et peut-être aussi d'embaucher quelques journalistes. Et voilà potentiellement 4 emplois qui auraient pu être créés mais qui sont détruits par la dictature. Alors, vous comprenez donc que ce n'est pas le génie du progrès, de la réforme qui nous manque. Nous n'avons pas de contexte facilitateur. Qui ont gardé le pouvoir pendant plusieurs années ont pu le faire en endormant les Gabonais avec des beaux textes et de belles promesses qui n'ont jamais été réalisées. Est-ce que vous voulez aujourd'hui qu'on vous fasse des promesses? Et j'ajoute également que si en Occident, chacun peut se permettre de faire un projet de société, mais c'est parce qu'il a la possibilité de solliciter le suffrage de ses compatriotes. Or, au Gabon, les gens veulent qu'on fasse des propositions de projets de société pour qu'on puisse, je vais utiliser le terme, voler vos idées. Je vous remercie. Bonsoir, rapporteur. Marine Berry de Gabon News. Alors, ma question est celle-ci. Si les autres opposants ne vous suivent pas, pensez-vous d'abord qu'ils vous suivront, les autres opposants qui sont ici, parce que certains sont... Alors, je disais tantôt que certains sont considérés comme de faux opposants entre griffes par la population. Pensez-vous qu'ils vont vous suivre? Et s'ils ne vous suivent pas, quelle serait votre position face à cela? Merci. D'abord, je voudrais m'éloigner du qualificatif de faux opposants, parce que ce n'est pas nécessairement des débats dans lesquels on veut s'engager. Avec l'âge, j'ai fini par m'assagir. Et j'ai fini par comprendre en fait que la question d'engagement politique est d'abord une question de responsabilité individuelle, qu'on ne peut pas attendre de tout le monde exactement la même sensibilité politique. Dans tout combat, même militaire, il y a ceux qui sont au front, ceux qui sont en réserve et peut-être ceux qui attendent éventuellement que les choses tournent mal, bon, les unités d'élite qui viennent tenter leur dernier barreau d'honneur. Donc j'ai fini par me dire que, un peu comme les primitifs, bon, évidemment, dans tout projet comme celui-là, il y a une partie mystérieuse quand même. On ne dévoile pas nécessairement tout. L'essentiel, c'est que si l'idée a adopté, les détails seront certainement déployés. Mais ce que nous entrevoyons de faire, c'est simplement utiliser des mécanismes qui affirment la souveraineté du peuple. La souveraineté du peuple est quelque chose de fantastique. Les gens ne comprennent pas le pouvoir qu'ils ont en tant que peuple. Les mécanismes par lesquels un peuple se saisit du pouvoir, comme vous l'avez dit, viennent de plusieurs possibilités. Mais ce que nous avons remarqué, qui est très essentiel dans le cadre spécifique de notre pays,
c'est que nous avons souvent espéré des changements spontanés qui viendraient comme ça, parce que nous avons pris l'habitude de croire que ailleurs, c'est forcément spontané. Mais vous allez voir que ces changements ne sont jamais réellement spontanés. Ils partent du simple fait qu'il y a des gens dans les sociétés qui sont toujours prêts à se saisir du bon moment. Et quand le moment ne se présente pas parfois à eux, ils le créent par eux-mêmes. Et cela passe automatiquement par ce qu'on appelle des stratégies. Nous allons... pardon. Les multiples grèves je dis à ces leaders, saisissez la balle au contraire. Les multiples grèves récemment avec Bon, au revoir. Vraiment, merci pour vraiment l'honneur. Ok, d'accord. D'accord.